Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief. Ça fait maintenant 2 ans que le gouvernement Latmani est installé, mais la législature est arrivée à ce qu'on appelle le mi-mandat. À cette occasion, le chef du gouvernement s'est livré à l'exercice périlleux de son bilan. Périlleux car pour ce chef du gouvernement, 2 oppositions se dessinent. La classique, composée des partis n'appartenant pas à la majorité, et celle moins habituelle, représentée par l'aile dissidente du PJD et aussi par celle d'un RNI plutôt remuant. Après l'adoption de la Constitution de 2011, le Maroc avait eu droit à un gouvernement Benkiran chargé de mettre en place les différentes dispositions de la loi fondamentale et de mettre en musique de grands chantiers dont les plus emblématiques étaient les retraites et la compensation. Arrivé en plein événement à Al-Husseima, le gouvernement Latmani a mis du temps à s'installer dans ses fonctions. Depuis, il a eu à gérer la situation dans cette ville et dans d'autres, puis à mener un dialogue social, à faire adopter la loi cadre sur l'enseignement, et on y est toujours, à gérer les nouvelles relations avec les pays du continent et bien d'autres choses à régler. Saadil Latmani réussira-t-il donc à mener à bien les chantiers qui lui restent d'ici 2021? Nous y répondrons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous irons en Europe où les élections continentales sont prévues du 23 au 26 mai, selon les pays. Un seul mot pour caractériser ce scrutin à haut risque, l'émergence et l'irrésistible avancée des extrémismes et des nationalismes. Partout en Europe, les partis d'extrême droite réalisent depuis plusieurs années des scores importants, croissants dans les différents scrutins nationaux. Qu'en sera-t-il cette fois avec un Royaume-Uni un pied dehors, un pied dedans, une France affaiblie par la crise des Gilets jaunes, une Espagne qui peine à sortir de son blocage politique et une Allemagne qui connaît une fin de règne assez difficile pour Angela Merkel. Avec nous pour débattre de ces 2 thèmes, Jamal Htabi, vous êtes doyen de la faculté de droit et d'économie de Mohammedia et politologue. Abdelhamid Ben Khattab, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec lui, donc, Saadil Latmani, on peut affirmer sans crainte d'erreur que la scène politique s'est calmée, même si les dissensions demeurent entre composantes de la majorité. Si Latmani agit comme chef du gouvernement consensuel, conscient des nombreux et délicats défis à relever, mais il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Alors, pour commencer, on plante le décor et une question ouverte à vous trois. Quelle est votre impression générale après 2 ans de gouvernement Latmani et comment vous percevez la personnalité du chef de ce gouvernement après 2 ans aux affaires et à 2 ans des élections? Naïm, on commence avec vous. En demi-teinte, il a présenté un bilan. Vous savez, avant d'en arriver au bilan, il faut dire une réalité. Le Maroc vit pas mal de réalisations, avance sur pas mal de domaines. Mais en même temps, nous vivons une situation paradoxale, une dichotomie où, au niveau populaire, au niveau de la perception que l'opinion publique a de l'action du gouvernement en particulier et de l'État en général, est une perception négative. Et là, il faudrait vraiment s'interroger pourquoi, au sein de la société marocaine, aujourd'hui, plus, disons, la perception négative est une inhérente de l'opinion publique marocaine. Ce n'est pas récent, mais il est de plus en plus accentué. Elle est de plus en plus accentuée. Tout simplement, je crois... La perception négative pour le gouvernement, le chef du gouvernement ou l'action gouvernementale? L'action gouvernementale, le chef du gouvernement, vous savez, vous avez... C'est un tout. Bon, si on enlève la parenthèse de Benkiran qui a amusé la galerie pendant sa primature, l'attitude n'a pas été très différente vis-à-vis de Latmani que vis-à-vis de Belfasi, par exemple. Rien que pour prendre ces 15 dernières années ou presque 20 dernières années. Cette perception négative, bien sûr, il y a des explications. C'est-à-dire que c'est dans le quotidien, et c'est ça, c'est très important pour toute communication gouvernementale, c'est dans le quotidien que le citoyen apprécie l'action d'un gouvernement. C'est quand il va au marché, c'est quand il vérifie son pouvoir d'achat, c'est quand il va à l'école, c'est quand il veut inscrire son enfant, c'est quand il reçoit les résultats de son enfant, c'est quand il va à l'hôpital public, c'est quand il va chez le médecin, qu'il soit public ou privé. Ce sont des choses concrètes de tous les jours, c'est-à-dire la maladie, l'éducation, disons, le fonctionnement du foyer. Tout ça, il y a des difficultés. Il en a parlé dans son discours. La difficulté des Marocains vivent. Et c'est ça, je crois, le problème. D'ailleurs, moi, je vais dire ça à titre anecdotique. C'est un Premier ministre, vous parlez de sa personnalité, c'est un chef de gouvernement qui joue de malchance. Déjà, il a des difficultés, et ça ne veut pas dire qu'il est incompétent.
Parce qu'on peut ne pas être un bon orateur et être un excellent praticien. Technicien. Ou être un excellent orateur, hein, et être nul dans la pratique. Donc ce n'est pas vraiment un critère. Mais dans le cas, que vont retenir les gens? Un psychiatre qui fait un lapsus sur la femme rurale, c'est quand même édifiant. Ouais, mais bon. Il a joué de malchance. Je dis, c'est qu'il joue de malchance. On avait sur les réseaux que ça. Qu'est-ce que les gens ont retenu? Ouais, on ne va pas s'arrêter à ça. Vous non, voyez, mais je dis, le Parlement français, ça plus de ce genre d'anecdotes. J'ai dit à titre anecdotique. Hein, j'ai dit à titre anecdotique, et pour dire combien parfois les choses ne l'aident pas. Ne l'aident pas. Donc voilà, bien sûr, l'Athmani est une personnalité introvertie. Et il est difficile de le faire sortir de ses gonds. Il est difficile d'en extraire des déclarations. Et quand il veut faire l'événement, il ne le fait pas. Il a été rencontré au Club de la Presse à Tanger, les journalistes. J'ai vérifié le lendemain dans les médias. Rien. C'est-à-dire, il manque d'aspérité, il manque de relief. Donc, vous parlez d'un chef de gouvernement plutôt lisse. Très bien. On continue le tour de table. Abdelhamid Belkhatab. Toujours la même question, la perception générale de 2 ans de gouvernement Othmani et de l'Othmani. Oui, ma perception à moi, je dirais qu'elle est mitigée. D'un côté, c'est vrai, les chiffres sont là. Il y a des réalisations qui ont été faites, donc on ne peut pas les nier. Mais au-delà des chiffres et au-delà du fétichisme du chiffre auquel Saad el-Othmani a succombé, je crois qu'il y a aussi la réalité quotidienne. La réalité quotidienne atteste que les Marocains n'ont pas confiance dans l'action gouvernementale. D'ailleurs, on le voit très bien, il y a énormément d'insatisfaction un peu partout. Les manifestations par-ci, par-là, les crispations par-ci, par-là, les disparités sociales n'ont pas disparu avec le gouvernement Saad el-Othmani. Maintenant, la personnalité de Saad el-Othmani, c'est vrai, c'est une personnalité consensuelle, c'est quelqu'un qui est discret, et c'est quelqu'un qui... il est même sobre. Oui, il est sobre et discret, il essaie d'avancer les choses, mais il n'a pas véritablement la maîtrise de toutes les cartes, malheureusement. Il ne maîtrise pas son gouvernement, il ne maîtrise pas non plus le travail communicationnel qu'il doit fournir avec la population, avec les acteurs politiques. On voit très bien qu'il y a un grand malentendu entre la société civile, les syndicats et le gouvernement. On voit aussi qu'il y a un malentendu entre un certain nombre de secteurs socio-économiques et le gouvernement. Le gouvernement actuel se comporte comme si le soutien populaire lui était acquis, alors qu'il n'en est rien de tout cela. Le soutien populaire, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Maintenant, les chiffres, c'est vrai, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres, mais parfois, les chiffres sont trompeurs. Les chiffres peuvent nous tromper. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement de dépenser plus pour un gouvernement. Mais encore faut-il dépenser mieux. Mieux, oui. Donc finalement, ce qu'on peut dire du chef du gouvernement, c'est qu'il a les qualités de son métier, c'est-à-dire le côté consensuel, Absolument. le côté conciliant, aussi Absolument. des défauts dans ce sens où il est plutôt réservé, plutôt discret. Jamal Hatabi, votre avis donc pour terminer le tour de table? Oui, je vais m'arrêter sur cette étape constitutionnelle importante. C'est un impératif constitutionnel. L'article 101 est très clair là-dessus. Le chef du gouvernement doit faire un bilan à mi-chemin. Lors de ce bilan, on met l'accent sur les choses positives et puis on essaie d'améliorer ce qui ne l'est pas. La difficulté du chef du gouvernement, c'est qu'il est à la barre d'un paquebot mal à l'aise. D'abord, je ne parlerai pas de difficultés internes à l'intérieur de l'équipage, mais il fait aussi face à une sorte de dépression collective. Donc, en bon psychiatre, il doit soigner le peuple marocain qui n'apprécie plus rien. Donc les choses, il y a des réalisations, mais il y a aussi un décalage entre ces réalisations qui sont une vérité
et la perception que la population et que la société a de ces réalisations. Donc il est vrai que depuis 2011, les aspirations des Marocains, leurs besoins, leurs attentes sont énormes, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, aucun gouvernement ne pourra satisfaire ces attentes à 100%. Il y a des choses qui fonctionnent, donc il y a des choses qui fonctionnent correctement, mais on a un problème de communication. Je ne parle pas d'un déficit communicationnel, mais je parle d'une manière de communiquer, comment présenter les choses. Et en communication, il y a celui qui annonce les informations et celui qui les reçoit. Malheureusement, il y a un décalage entre les deux, un décalage entre ce que le peuple attend et ce que le gouvernement avance comme chiffre. Quand on regarde le bilan tel qu'il a été présenté lundi dernier, et il est bon, d'après le Premier ministre, avec des chiffres à l'appui. Il a reconnu lui-même qu'il y a des difficultés, mais on a l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, qu'il y a deux mondes. Un monde où il y a le gouvernement qui croit bien faire et croit qu'il a fait de bonnes choses, et avec une population en fait qui le vit autrement, que ce soit à l'école, que ce soit partout dans la rue. Tout à l'heure, Naïm a parlé du pouvoir d'achat. C'est une question importante et elle n'est pas posée uniquement au Maroc, elle est posée partout. C'est un problème universel, ça, le pouvoir d'achat. C'est la manière de le régler. Pardon ? Tous les problèmes aujourd'hui sont universels. Tous les problèmes sont universels et celui du pouvoir d'achat est encore plus universel. Alors, Jabal Hatabe, on reste avec vous. Il y a des... Bon, comme on dit dans le domaine de la presse, on ne parle pas des médias, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Bon, mais il faut aussi parler il y a eu des bonnes choses. Il y a eu cette négociation sur cette transition vers la flexibilité du dirham qui s'est bien passée. Il y a eu le dialogue social. Bon, ça n'a pas fait que des heureux, mais c'est quand même une avancée. Mais il y a aussi les côtés négatifs. Et on peut, si on résume un peu les côtés négatifs, il y a l'aspect culturel. Donc, on voit que là, ça freine véritablement sur la question de la loi organique, par exemple, sur la langue amazigh, sur la question de la langue pour la loi cadre sur l'enseignement, on en parlait en ouverture, sur la question avec des enseignants anciennement contractuels, parce qu'apparemment ça a changé. Est-ce qu'il y a un problème marquant ou marqué au niveau de la culture, au niveau du culturel dans ce gouvernement? Je crois en fait qu'on est en train de vivre un tournant de notre histoire où il faudra solder cette affaire d'identité. Il faut vraiment que le Marocain sache réellement qui il est. Feu Hassan II avait parlé de la marocanité, tamgharabite. Qu'est-ce qu'être marocain aujourd'hui? Est-ce qu'être marocain, c'est être arabe, amazigh, etc., avec tous les autres affluents que reconnaît la Constitution? Ou est-ce qu'être marocain, c'est être ouvert sur le monde? Notre situation géostratégique, elle nous oblige à être ouverts. Et l'ouverture ne peut se faire qu'à travers un système éducatif lui-même ouvert. Un système éducatif ouvert sur les langues, ouvert sur les autres cultures, et pas un système rétrograde, en fait, qui va nous confiner dans une langue qui représente l'essentiel de notre culture, de notre identité, mais qui est une langue, pour le moment, où on n'arrive pas à enseigner les matières, et notamment les matières scientifiques. Donc ce débat doit être tranché. Il ne doit pas être tranché avec cette manière où on a un débat où on ne sait plus où donner de la tête. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure d'un tournant. Donc il faut que nous résolvons tous cette question de notre identité et des outils qu'on doit utiliser donc, pour travailler pour l'avenir. C'est-à-dire répondre à la fameuse question que nous trouvons sur tous les sites d'information, sur qui sommes-nous? Voilà, d'abord et avant tout. Alors, Abdelhamid Belkhteb, sur cette question de langue, il y a un clivage qui est clair au sein du gouvernement. Alors, avant, quand on remonte à l'histoire récente, il a fallu, pour former le gouvernement, il a fallu 6 partis. Donc, c'était ça ou rien. Bon, maintenant, ça a été fait. Mais là, on constate que sur cette question encore culturelle, cette question de langue, il y a un clivage qui se fait entre le RNI et une partie du PJD, pas tous, parce que la partie Adjmani est, disons, pour cette loi. C'est une partie qui a bloqué. C'est l'autre partie qui a bloqué. Justement, on y arrive. Hein, la partie du PJD est une partie importante de cette problématique parce que c'est elle qui a bloqué. Alors, on y arrive avec vous, justement, mais pour vous, Abdelhamid Belkhteb, je voudrais savoir si vous percevez quelque chose, une homogénéité croissante entre ces différents, parce que ça fait 2 ans, entre le RNI et le PJD, ça fait 2 ans qu'ils essayent de composer. Il y a régulièrement et cycliquement, rythmiquement, si j'ose dire, des hiatus, des clivages, et ils dépassent ça. Est-ce que vous pensez que c'est en train de s'arranger ou
alors, parce que si ça ne s'arrange pas, d'ici 2 ans, on est pratiquement en campagne électorale. Non, la question ne s'arrange pas. D'ailleurs, chaque parti compte sur ses positions. On voit très bien, au contraire, on voit très bien que les positions s'écartent du jour au lendemain. Sur cette question de l'identité de la langue, je crois que le PJD est mal placé pour prendre des décisions en la matière. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant un parti qui a des positions tranchées. Et qui est pour une arabité presque aveugle, il faut le dire. L'arabisation de l'enseignement tel que le PJD, en plus du parti Istiqlal le veulent, c'est quasi irréel dans le contexte marocain. Maintenant, nous souffrons dans le modèle culturel identitaire marocain, nous souffrons de ce que j'appellerais le monoculturalisme en quelque sorte. Nous ne sommes pas ouverts sur le monde, il faut l'avouer. Nous avons un enseignement qui est introverti sur lui-même et qui croit pouvoir détenir la réalité du monde tout entière, la vérité, alors qu'en vérité, l'interculturel, la transculturalité est une chose absolument nécessaire au Maroc. Nous avons besoin de l'ouverture sur le monde, nous avons besoin de langue. Alors maintenant, ce discours qui est archaïque sur la langue arabe. La langue arabe n'est pas menacée pour la simple raison qu'il est la langue du Coran. Il n'a jamais été menacé, il ne le sera jamais. Alors la vraie question, que ferons-nous des autres langues ? C'est-à-dire l'amazigh et les autres langues, l'anglais, le français. Alors dire que non, il faut uniquement enseigner, en arabe, c'est irréel et ça ne cadre pas avec l'esprit du XXIe siècle. Nous avons besoin de trouver un chemin dans cette globalisation galopante, en quelque sorte. Et si on ne tranche pas rapidement sur cette question-là, et si on laisse aussi le PJD trancher sur cette question, je crois que nous ferons fausse route. Donc alors, je crois que là, il faut vraiment encadrer le PJD et le pousser à prendre des décisions quand même qui sont plus réalistes et plus applicables en quelque sorte. Alors, une précision, Jabal Khattabi. En fait, c'est dans le sens de ce que disait Oustad Abdelhamid, nous sommes au bout d'un système qui a, je n'utiliserai pas le mot en faillite, mais en très grande difficulté. Le diagnostic est fait depuis quelques années et les remèdes sont là. Il appelle un nouveau projet de développement, une nouvelle vision de développement. Voilà, on est en train. Il s'agit des générations futures, il s'agit en fait des citoyens de demain, et l'enseignement est l'un des piliers du bon fonctionnement d'un État qui se respecte et d'un État qui avance. Si nous voulons un enseignement innovateur, un enseignement créatif, un enseignement qui crée de l'intelligence, il faut s'ouvrir sur les langues. Il faut s'ouvrir sur les langues. Bien entendu, la langue arabe a sa place, l'amazigh aussi a sa place, mais pour toutes les matières scientifiques, il faut vraiment passer le cap et franchir le pas. Alors, encore une fois, ce sont deux avis tranchés, clairs, nets de deux enseignants. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Naïm Kamel, comment, vous en parliez tout à l'heure du PJD, de cette partie du PJD qui bloque. Et nous, on parle de Saadine Latmani. Comment on peut gérer un gouvernement, diriger un gouvernement, alors qu'on est à la tête d'un pays, d'un parti divisé en deux. Et la partie divisée est celle qui fait le plus de blocage. Pour ne pas dire autre chose, de blocage. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de ce gouvernement est là. Le problème de Saadine Latmani se trouve dans cette capacité d'une partie de son parti à bloquer toute son action. La loi cadre sur l'enseignement, au-delà, on ne va pas retomber dans la discussion l'arabe, le français, l'anglais, etc. On l'a fait plusieurs fois ici. C'est comme un fondamental. Non, je ne dis pas. Tout à fait, d'accord. De toute façon, on n'en parlera jamais assez. Mais sur les faits, que le chef du gouvernement se met d'accord au sein du Conseil du gouvernement, entérine par le Conseil des ministres que préside le roi, et arrive au Parlement et qui bloque une partie d'un parti minoritaire. Parce que, quoi qu'on en dise, le PJD n'est pas la majorité. Il est arrivé premier, mais il n'est pas majoritaire. Il n'est pas majoritaire. Et c'est une partie de ce parti, déjà, qui lui-même n'a pas de majorité,
qui bloque une loi aussi vitale, aussi capitale pour l'avenir du Maroc, c'est quelque chose, je crois, d'unique, à ma connaissance, à moins que je me trompe, alors il faudrait me corriger, dans l'histoire du Maroc contemporain. Qu'une minorité d'un parti lui-même minoritaire sur l'ensemble de la scène nationale arrive à bloquer une loi aussi importante. Finalement, c'est le grand échec. À mi-mandat, on peut parler de ça. Vous savez, nous avons le code pénal. Le code pénal, il est bloqué depuis 3 ans. Bon, on peut dire le code pénal, c'est important de le faire passer, de le réformer, de l'adopter, mais l'avenir du pays, on va dire, ne dépend pas de cette... Il y a le droit, la loi organique sur le droit à la grève qui est là depuis la première constitution du Maroc. Ça fait pratiquement 60 ans, 57 ans qu'on attend. L'avenir du Maroc vraiment ne dépend pas. Mais là, la loi cadre sur l'enseignement est bloquée, arrêtée pour une affaire qui n'a pas été tranchée, alors qui a été tranchée à tous les niveaux. Et que c'est quelque chose, c'est une aberration. On est dans l'absurdité kafkaïenne. Et là, il faudrait vraiment dire et mettre le chef. C'est vraiment, j'ai quelque chose, j'ai un reproche à faire au chef du gouvernement, c'est celui-ci. C'est pas possible. Ça vient des entrailles, c'est ce que vous dites. On a l'impression justement que le PJD joue sur la victimisation et à chaque fois qu'il essaie de bloquer la majorité, d'ailleurs sa majorité gouvernementale, il avance l'opposition de son Conseil national, c'est-à-dire que nous sommes devant un parti démocratique et que les bases sont contre. Mais lorsque vous donnez votre parole, ça y est. La démocratie n'implique pas seulement cette petite, infime partie de la société marocaine. Nous sommes 40 millions. Combien sont-ils, ces gens du PJD? Combien ces gens dans le PJD qui bloquent? Faisant un pourcentage, c'est une infime. C'est ça ce qui est normal. On va essayer d'avoir un peu sur parce que la loi cadre sur l'enseignement, c'est moi, je pose juste une question. Est-ce que vraiment c'est une question de fond? Ou est-ce que c'est une question d'ego? Si c'est une question de fond, il faut vraiment... Moi, je crois que c'est une question... Il faut la poser et il faut discuter. Il faut peut-être même un débat national sur la marocanité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sur les langues qu'on doit utiliser. Sur l'identité. Sur l'identité marocaine. Sur la question identitaire, justement, le problème est mal placé pour débattre de l'identité marocaine. L'identité marocaine n'est pas seulement une identité religieuse. Qu'on m'excuse rapidement. L'identité marocaine est beaucoup plus large que la religion. C'est l'histoire. C'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, c'est les jeux, les mœurs, il y a une profondeur historique des Marocains qui dépasse justement l'arrivée de l'islam, qui va au-delà de finalement. Arrêtez de dire que l'identité marocaine, c'est l'islam. Oui, c'est vrai, l'islam, c'est une composante essentielle de notre identité marocaine. Il faut aller lire la Constitution, elle est définie là. Mais elle n'est pas parfaitement définie. Au-delà de la définition, c'est son acceptation par tous. Parce qu'il s'agit de ça. Quand on parle de problème identitaire, et il n'est pas propre au Maroc, il est malheureusement propre au monde de notre sphère, ce qu'on appelle le monde arabo-musulman. Cette crispation passéiste est énorme. Or, l'enjeu, c'est que nous n'avons pas, et je ne parle pas que pour les Marocains, je parle pour les Algériens, pour les Tunisiens, pour les Égyptiens, pour le reste du monde arabo-musulman, avec toutes ces composantes et toutes ces confluences. Nous avons une mauvaise appréhension. Nous n'avons pas une appréhension juste de l'univers et du monde dans lequel nous évoluons. Nous n'avons pas une appréciation exacte d'où il va. Et en conséquence, nous n'avons pas une approche adéquate et idoine à ce que nous devons faire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller réfléchir, de se casser la tête sur les vrais problèmes, on s'accroche au passé, à l'identité, à la carte. On arrive, l'identité marocaine à l'islam. On va en parler en deuxième partie. On va en parler en deuxième partie. La première partie est déjà expirée. On en parlera en deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants. Merci.
Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du débrief que nous consacrons, dont nous avons consacré la première partie, dont nous consacrerons une partie de la deuxième partie au bilan de mi-mandat du gouvernement Al-Othmani. L'émission allait normalement et puis le débat est parti sur la question de la culture, la question du qui sommes nous, la question de la langue. Apparemment, c'est là où le bas blesse. En fin d'émission, nous irons en Europe pour parler des élections européennes. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Naïm Kamal, Abdelhamid Belkhatab et Jamal Hatabi. Jamal Hatabi, je vous ai interrompu un peu brutalement juste avant la pause. Vous vouliez réagir avec beaucoup de conviction et de verve sur ce que disait Naïm Kamal sur cette question de langue et d'identité. C'était en fait juste pour alerter l'opinion publique sur le danger de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir du Maroc et des générations futures. Donc nous devons vraiment avoir le courage de passer au-delà de ces blocages qui sont, à mon avis, des blocages superficiels, surtout s'ils sont liés à des égos personnels. Donc il faut vraiment passer à autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à un tournant de notre histoire. Il faut voir vers le futur, vers l'avenir. Et l'avenir du Maroc n'est pas dans le monde arabe, n'est pas avec l'arabe, il est avec le monde entier. Il est avec le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, il est globalisé, il est polyglotte, il est multiculturel, il est allant dans l'interculturalité et la multiculturalité. Et surtout, relisons la Constitution. On reste encore une fois avec vous, Jamal Hatabi. On va sortir de la problématique de la langue et de l'enseignement. Quid de la corruption, de la moralisation de la vie publique dans ce gouvernement à mi-mandat? Malheureusement, lui aussi l'avait déjà dit, il avait utilisé le terme Halimi, il avait utilisé le terme de la chasse aux sorcières. Et il avait utilisé même le terme de fantôme. On ne va pas courir derrière des fantômes. Je crois que qui a dit donc ici, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un phénomène social. Où on aura du mal à s'en défaire, et pour s'en défaire, il faut un bon enseignement. Quand on a un bon enseignement, on aura des bons citoyens. Ces citoyens qui ne seront pas corrompus et qui seront corrects, surtout quand ils accéderont à la gestion de la chose publique, parce que la moralisation de la vie politique, c'est quoi ? C'est la gestion de la chose publique, c'est-à-dire la gestion de la chose commune, la gestion au service, se mettre au service des autres. Et ça, c'est le signe de la citoyenneté. Bien entendu, la Constitution, depuis la Constitution de 2011, on est dans une dynamique. Cette dynamique de moralisation, elle est théorique. Donc, c'est elle qui lie la responsabilité à la reddition des comptes. Nous avons des instances qui fonctionnent très bien. La Cour des comptes publie régulièrement des rapports qui ne sont pas très, très heureux pour nous et qui parfois donnent lieu à des poursuites judiciaires. Et effectivement, la corruption est devenue un trait culturel. Maintenant, je dois dire que Saïd El-Othmani, devant la Chambre des devant le Parlement, il a relevé qu'en matière de corruption, le Maroc a gagné 17 places. Il était 90e en 2016. Il est 73e aujourd'hui. Donc il y a ça, mais bon, c'est toujours ça de prix sur la corruption, mais ce n'est pas important. Disons qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ils doivent être plus rapides. Je crois que les Marocains ne sont pas plus corrompus que les Français ou les Japonais. Le problème réside où ? Le problème réside dans les conditions qui produisent, les conditions objectives qui produisent la corruption. D'ailleurs, si on n'agit pas sur ces conditions, à savoir une dématérialisation rapide de l'administration, on ne peut pas chasser les corrompus, comme on l'a fait avec les sorcières. On ne peut pas. D'ailleurs, ça n'a pas abouti. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a tout de même une dématérialisation de l'administration, une transparence de l'action de l'administration. Et je crois que si nous allons sur cette route-là, la corruption, d'ailleurs, les soubassements et les fondements de la corruption seront tout simplement asséchés. Alors, on reste avec vous, Abdelhamid Belkhatab, mais rapidement, une précision de Jamal Hatabi. Juste, en fait, les conditions institutionnelles sont réunies. Nous avons une constitution, nous avons des lois. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et la numérisation et le digital
vont jouer un rôle très important. Il faut, on le voit, que ce soit à travers les infractions liées au code de la route, par exemple, avec l'installation des radars, avec aussi dans les administrations où la machine va remplacer, de plus en plus va remplacer l'homme. La numérisation va pas absorber le problème complètement, mais va diminuer l'impact du problème. Mais cela ne peut se faire justement qu'avec un traitement de choc. Et les traitements de choc, il est lié à l'éducation. Et pour sortir de cela, il faut bien entendu donner l'exemple, il faut que la jeunesse, il faut que les générations futures, c'est ces générations-là qui vont résoudre le problème. Nous allons les accompagner. L'enseignement des valeurs, la digitalisation, donc l'action économique, et en fin de parcours, la justice. Rapidement, Naïm, parce qu'on va passer au deuxième sujet. Allez-y. On va passer au deuxième sujet, allez-y. mais on n'a pas terminé, je crois. Justement, c'est pour ça que je vous dis. Non, je veux dire que la digitalisation est effectivement une partie essentielle, mais pas suffisante. Nécessaire, mais pas suffisante. C'est ce qu'essaie de faire aujourd'hui la Direction générale des impôts en disant qu'en digitalisant, on va arrêter. Or, ce n'est pas vrai. Le problème éducationnel et culturel reste important. On l'a vu récemment en France. Et c'est digitaliser l'attribution des logements sociaux. Il y a eu une enquête qui a été faite par un média français et on a trouvé énormément de corruption qui va de 2 000 à 3 000 euros pour l'attribution d'un logement social à des gens nécessiteux. Alors, vous voyez un système qui est déjà assez sophistiqué, assez développé en matière de digitalisation. C'est bien, il faut la faire. La dématérialisation est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est ce qu'on dit. La corruption, on disait autour de la table, la corruption est un phénomène qui est universel. Ce qui change et ce qui différencie les pays, c'est les actions qui sont menées. Simplement ajouter, glisser un mot, la corruption n'est pas un acte diabolique, c'est un acte rationnel de l'individu. Lorsque un individu donne de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est pour justement accélérer une procédure, pour avoir un droit qu'il n'a pas. Donc c'est une question rationnelle. Il faut justement aller dans ce but, il faut chercher dans les origines de la corruption. Très bien. Alors, on reste avec vous, Abdelhamid Belkhatab. On a parlé de la corruption. La corruption, c'est plus ou moins lié aux valeurs, mais aussi à l'économie. Le roi Mohamed VI a appelé de ses voeux depuis 2 ans déjà, ou presque, à un nouveau plan, un nouveau modèle de développement économique. Jusque-là, on ne voit pas grand-chose arriver, sauf on a l'impression, on peut avoir le sentiment que ça se fait d'une manière sectorielle. Donc on a l'agriculture qui est en train d'y aller, puis il y a la formation professionnelle, ce qui a été récemment décidé, la politique d'industrialisation accélérée ou un peu moins accélérée, la politique des jeunes et la politique de la fiscalité. Naïm Kamal en parlait maintenant sur sa 3e assise. Est-ce qu'on peut considérer que la somme de tous ces différents secteurs pourrait constituer un modèle économique en les agrégeant, ou alors il faut toujours attendre un modèle économique, c'est-à-dire un pavé qui décrit global, qui décrit les choses? Oui, les premiers pas sont là, on les voit très bien, mais construire un modèle de développement économique propre au Maroc, je crois que c'est une affaire de débat public. Nous devons toujours approfondir un peu davantage qu'est-ce que nous entendons par modèle de développement économique au Maroc. C'est vrai, le roi Mohamed VI l'avait bien décrit, c'est un modèle où il y a justice, où il y a équité et un modèle qui génère du revenu, mais aussi génère une certaine dignité pour les Marocains. Je crois que si nous allons sur cette route-là, nous pouvons construire un modèle qui nous est propre. Le problème qui est celui du Maroc et qui bloque toute émergence justement de ce modèle, ce sont ces disparités. C'est des disparités sociales, économiques et des disparités spatiales. On voit très bien qu'entre les régions, il y a une grande disparité. Entre les individus, il y a aussi une grande disparité. Si nous n'arrivons pas à rétrécir et justement et à limiter ces disparités, je crois que nous aurons... le modèle de développement économique marocain reste à construire. Naïm Kamal, je voudrais m'arrêter sur ça, sur la question de l'équité fiscale, qui était le thème général autour duquel ont été organisées les assises. Il se pose un problème donc d'équité au niveau de l'impôt sur le revenu, de l'impôt général sur le revenu, avec une très grande partie, pratiquement avec les 3 quarts. Ceux qui sont retenus à la base, etc. Voilà, qui payent pratiquement les 3 quarts. Qui sont déclaratifs. Mais écoutez, le problème, on l'a dit, on va le répéter,
il y a un assainissement qui doit se faire dans tous les sens, c'est-à-dire dans le sens de l'administration en direction du citoyen et le citoyen en direction de le consentement à l'impôt. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit dans le débat, voilà, on le voit dans le débat, ils disent, oui, mais écoutez, si les gens ne payent pas l'impôt, si les gens font des déclarations falsifiées à l'impôt et qui passent, c'est-à-dire qu'il y a qu'un problème aussi du côté de l'administration. Maintenant, on l'a vu, vous me posez la question sur ce que pourrait faire Saadil Othmani. Ben, il fera ce qu'il pourra avec ce qu'il a. C'est un problème de progression, de mentalité d'esprit. On l'a vu quand il s'est posé le problème des médecins, quand s'est posé le problème des commerçants. L'histoire des commerçants de proximité est extraordinaire. D'abord dans sa simplicité et sa complexité en même temps. Donc finalement, on va dire que... à un moment donné, le gouvernement, sans s'en rendre compte, allait provoquer une crise majeure dans le pays. Parce qu'ils ont menacé ces commerçants de proximité qui sont essentiels au fonctionnement de la société marocaine, au fonctionnement social du Maroc. On y est allé sans prendre de gants et sans même rien préparer, ni trouver des solutions à leurs problèmes également, dire les choses et sans les préparer. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut vraiment amener les gens à payer les impôts, il faut aussi les préparer à cet impôt. Il ne faut pas aller par des coups de force. Donc une meilleure perception des citoyens de l'impôt pour qu'il y ait une meilleure perception, sans jouer sur les mots, au niveau fiscal. Dernière intervention sur le sujet. Moi, je crois qu'on est dans une dynamique positive. On est dans une dynamique d'assainissement. Elle est peut-être lente, mais on intervient à deux niveaux. On intervient au niveau du contribuable et au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration aujourd'hui, l'administration fiscale est prête. Elle est prête au niveau du recouvrement. Je parle au niveau du recouvrement. Il est très difficile aujourd'hui, ça devient très difficile de frauder et de ne pas payer d'impôts, et ça, grâce à la digitalisation et au numérique. Maintenant, il faudra intervenir au niveau du contribuable. Il faut que le contribuable soit convaincu que ces impôts vont là où vont lui être utiles. Parce que les impôts, c'est une bonne école. Les impôts, c'est une bonne santé, un bon système de santé et un bon système exactement. Donc, je crois qu'il faut axer notre travail là-dessus, sur la citoyenneté, avec ses droits et avec ses devoirs. On en restera là et il nous reste 10 minutes pour notre deuxième thème qui sont les élections européennes. Donc du 23 au 26 mai, ce sont les 28 pays de l'Union européenne, donc Royaume-Uni compris, qui organisent un scrutin pour désigner les 750 députés du Parlement de Strasbourg et qui désigneront eux-mêmes dans quelques mois ou quelques semaines le successeur de Jean-Claude Juncker, le président sortant qui ne se représente pas. Le Brexit. Pas nécessairement eux. C'est le Parlement c'est le Parlement et c'est la Commission. La Commission qui propose et le Parlement qui valide. Il y a tout un débat. Il y a toute une procédure qui sont en train de simplifier d'ailleurs parce qu'elle est très compliquée. Alors le Brexit est dans tous les esprits et les extrêmes droites sont cette fois bien partis pour figurer en bonne place dans le Parlement européen et plusieurs enjeux sont donc à relever. Parmi le premier enjeu, c'est celui de la participation, Jamal Ahtabi. La participation est passée de 62% à 79% et puis elle a commencé à s'éroder lentement, inexorablement pour arriver à 43% pour les dernières élections en 2014. Alors, qui participe, qui s'abstient et pourquoi? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un taux d'abstention important cette année? Je crois que cela reflète le malaise généralisé dans le monde actuel. Donc il y a des incertitudes. Et si nous nous posions tout à l'heure des questions par rapport à notre modèle de développement au Maroc, l'Europe aussi se pose la question sur sa place dans le monde. Est-ce que les Européens veulent une Europe forte? Ou est-ce qu'ils veulent une Europe faible? Est-ce qu'ils veulent une Europe identitaire, liée à la souveraineté de chaque pays, où on voit les extrêmes surgir là et là partout? Ou est-ce qu'on veut une Europe unie, une Europe forte qui puisse et sache défendre les intérêts des Européens? Malheureusement, le débat, comme vous le voyez, la campagne électorale aujourd'hui se passe entre les extrêmes, entre les anti-européens et entre les pro-européens. C'est un scrutin à mi-chemin pour beaucoup d'États et généralement, les débats nationaux prennent le dessus sur le débat européen. La campagne aujourd'hui qui se passe, que ce soit en France ou partout en Europe, elle se passe entre les souverainistes et entre les Européens.
on n'arrive pas à mobiliser parce que l'Européen ou l'Européen type ne voit pas l'impact direct de l'Europe sur sa vie. Donc ce qu'il voit dans l'Europe, c'est ce monstre qui le lie partout. La Commission européenne donc, le ligote partout. Donc il voit une certaine... pour se libérer, il est obligé d'aller vers les extrêmes. Malheureusement, les extrêmes favorisent l'abstention. Malheureusement, l'abstention favorise les extrêmes. Et ces extrémistes, que ce soit de gauche ou de droite, ont pour mission de détricoter et de faire imploser l'Europe de l'intérieur. C'est un danger pour l'Europe aussi, mais c'est un danger aussi pour nous. Parce qu'avec une Europe faible, le centre de gravité du monde change avec l'émergence de nouvelles puissances, la Chine, la Russie, l'Amérique trumpienne, elle est extrêmement virulente, pour ne pas utiliser d'autres. Alors, on va s'arrêter là, on va rester pour les extrêmes, Abdelhamid Belkhtab. Il y a les extrêmes, donc c'est le nouvel enjeu, mais aussi ce phénomène des nouveaux partis. Les nouveaux partis qui ont émergé, qui ont fleuri sur la scène européenne, c'est La République En Marche, c'est Podemos, c'est Syriza, c'est le mouvement 5 étoiles, c'est UKIP en Grande-Bretagne. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu important qui se passe à ce niveau-là? Et qu'est-ce qu'il pourrait se passer maintenant? Comme le disait Jamal Khattabi, ça favorise les extrêmes, l'abstention favorise les extrêmes, mais peut aussi favoriser les nouveaux partis. Est-ce que ça pourrait changer complètement la donne pour avoir un successeur qui soit totalement imprévu? Oui, l'émergence des en nouveaux quelques minutes, partis, parce que je voudrais poser la question du successeur justement à Naïm Kamal pour terminer là-dessus. L'émergence des nouveaux partis atteste justement de la crise de la politique partout dans le monde, la crise de l'action politique institutionnalisée. Partout dans le monde, on assiste à cet effritement des institutions politiques classiques, c'est-à-dire des partis classiques. Et à partir du moment où le discours politique institutionnel n'est plus légitime, c'est le discours politique populiste, souverainiste qui prend le dessus immédiatement. Et l'Europe, justement, elle est victime de son propre succès. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a été fondé sur une perception habermasienne de la délibération, c'est-à-dire qu'il faut délibérer et celui qui a raison l'emporte. Mais à un moment donné, on a intégré les Européens de l'Est. Les Européens de l'Est ont vécu pendant presque 40-50 ans dans une certaine autarcie, coupés du reste du monde, et maintenant on leur dit rapidement, vous êtes européens, vous devez ouvrir vos frontières, vous devez accepter les immigrés, et là c'est le raz-de-marée, là c'est la crise généralisée, une crise d'action politique institutionnalisée, mais aussi une crise de la perception de l'Europe elle-même. Les Européens de l'Est, les Polonais, les Hongrois, etc., ne perçoivent pas de la même manière l'Europe que le percevrait un Espagnol ou un Grec. Pour un Espagnol ou un Grec, ou un Néerlandais, l'Europe est nécessaire. Donc, mais pour un Polonais, l'Europe devient une menace. Pourquoi? Parce que l'Europe a fait sortir ces pays de leur autarcie et les a projetés dans une globalité qu'ils n'arrivent pas à assumer jusqu'à présent. On le voit très bien avec l'immigration, ce qu'ils font avec l'immigration. Alors, Naïm Kamal, est-ce que vous avez une boule de cristal? Quand on voit ce qui est en train de se passer en face de nous, enfin de l'autre côté du détroit, il y a la donne qui est en train de changer. Or, dans le Parlement actuel, vous savez comment ça se passe, je ne vous apprends certainement rien, mais il y a les partis européens et il y a les groupes qui sont les groupes parlementaires qui sont au Parlement de Strasbourg. Alors, le premier parti actuellement, c'est le Parti populaire qui est en tête donc avec ses 216 élus, suivi par les sociodémocrates avec 187 députés. Et, Juncker ne se représente pas. D'après vous, qui c'est qui pourrait présider la prochaine commission en fonction de ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, il y a une pléthore de candidats. Mais à mon sens, il y a trois qui se distinguent. Il y a la Danoise Margrethe Vestager. Elle est très, très importante parce qu'elle est vraiment sur le pan
contre la Silicon Valley et les GAFA, Google, Apple, Rien que ça. rien que ça. Et il a déjà posé beaucoup de problèmes à Google en le soumettant à des amendes assez importantes. Elle a déjà été, c'est elle d'ailleurs qui s'était opposée à la fusion de Siemens et Alstom. Donc il est vraiment très réputé, très coriace. Donc on la voit. limite, Il est libéral. européocentriste. Il est libéral. Alors maintenant, est-ce que les libéraux viendront en tête? Mais maintenant, il y a le Français Michel Barnier, de la droite française, mais qui peut avoir le soutien de son État et d'Emmanuel Macron, qui lui qui négocie pour l'Union européenne le Brexit. C'est M. Brexit, il a très bien négocié, c'est le négociateur en chef du Brexit. C'est lui qui s'en est bien sorti. Et il y a un Allemand, disons presque un disciple de Angela Merkel, c'est Manfred Weber. Il peut aussi postuler. C'est vraiment aujourd'hui, à l'heure qu'il est, parce que tout ça va changer, la complexité du système qui a évolué en 2014. Avant, c'était les chefs d'État, c'était le gouvernement et les États qui décidaient. À partir de 2014, on a créé une certaine alchimie entre les deux, c'est-à-dire et le Parlement. Aujourd'hui, les députés sont en train de menacer de dire c'est le Parlement et si vous nous amenez quelqu'un, tout ça. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un outsider? C'est possible, oui, ça reste ouvert. Parce que les trois personnes que vous avez citées... Mais vous imaginez si demain l'extrême droite est majoritaire ou fortement minoritaire? Tout va changer. Maintenant, est-ce que à ce moment-là, la droite classique et la gauche classique ou la social-démocratie classique vont pouvoir s'allier ou pas? Parce que si aujourd'hui parce que je ne crois pas que la droite à ce jour aura la majorité absolue, mais s'ils ont devant eux une très forte minorité, il va falloir que la droite et la gauche européenne s'allient pour y faire face. En tout cas, au niveau des sondages, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de sondages peu crédibles parce qu'on n'en sait absolument rien, parce qu'il se passe trop de choses au niveau du Brexit et beaucoup d'autres choses au niveau du continent. On va avoir donc une réponse d'ici une quinzaine de jours. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.